Bonjour à tous. L'Institut national de l'histoire de l'art et le Château de Fontainebleau sont heureux de vous accueillir pour cette 9e édition du Festival d'histoire de l'art. Et vous êtes ici donc à la conférence L'art contemporain dans les pays nordiques. Et je vous indique juste une petite erreur de nom dans le fascicule. Donc ce n'est pas Madame Sarah Arrhenius qui va modérer cette conférence, mais bien Madame Cynthiana Ravini. Voilà, bonne conférence. So, thank you so much for having come. Merci d'abord d'être là. J'ai plaisir à voir tellement de vous ici présents dans la salle. Dans cette salle très jolie d'ailleurs, très jolie. Est-ce que vous savez qu'en 1672, le traité de la paix entre la France et la Suède a été signé à Fontainebleau? Donc vous voyez, nous sommes vraiment dans la continuité de ce mouvement. Mais coopération entre la France. Je suis Cynthiana Ravini, je suis suédoise. Je travaille depuis 12 ans à Paris en tant qu'artiste. J'ai à ma gauche Sarah Arrhenius. Je suis très très fière qu'elle soit des nôtres aujourd'hui, car elle est vice-chancelier de l'Institut royal des arts à Stockholm. Elle était de Kunsthaus. Elle est aussi directeur de NU, qui est un magazine nordique, directeur aussi de la Biennale de Gothenburg. Très très important pour moi en tant qu'élément intellectuel. On a eu de bonnes discussions sur les relations entre faits et fiction. Et elle a fait d'autres choses. C'est un auteur et elle est conservatrice. À ma droite, Maria Finders, qui est donc de la Fondation Luma, à la tête de stratégie de la Fondation Luma. Elle a travaillé, on l'appelle la toile d'araignée ou l'araignée des arts, parce qu'elle connecte tout le monde. Et puis, elle a été co-conservateur donc de la Biennale danoise. Le socle du monde, je crois que c'était. Non, il n'y en a pas besoin de traduction. Le socle du monde. Et puis, Maria Sakkari, directeur de l'Athénéum et ancien commissaire du Chasma. Merci à toutes d'être avec nous ce jour. Peut-être qu'en 5 minutes, vous pourriez présenter votre point de vue sur l'art contemporain dans les pays nordiques, ou plus l'art dans les pays nordiques d'ailleurs. Quelles sont les tendances? Dites-moi ce que vous en pensez personnellement d'abord. Sarah, vous pourriez commencer? Merci Cynthiana de nous avoir présenté. J'ai plaisir avec vous tous. Je vais vous dire ce que font les artistes. Parce que vous savez, quand on est à la tête d'une école d'artistes, on est très proche de la production. On a ce privilège. On voit la façon de travailler, ce qui est peut-être moins visible, ce que les critiques d'art montrent moins. Lorsque les conservateurs travaillent, j'ai apporté avec moi quelques productions de mes artistes, et puis avec Cynthiana qui les passera, je parlerai en même temps. Je vais essayer de trouver des thèmes ou des tendances qui, je crois, traversent donc le travail des artistes dans le pays nordique, surtout la Suède pour moi. Mais je parlerai des pays nordiques en général. Nous avons beaucoup d'études internationaux. Alors la tendance. Très fort intérêt dans le travail documentaire, dans le narratif qui avait documenté notre scène artistique depuis un certain temps. Et maintenant, il se tourne beaucoup plus vers les matériaux, les structures de matériaux, et je dirais aussi les cuirs, certains cuirs très épais, avec des conséquences écologiques. Il y a une tendance à l'écologique sur la composition des matériaux dans l'art. Regardez. En voilà un. Ah, ça c'est donc l'arbre, une écorce, donc je crois que c'est de bouleau, une écorce en tout cas travaillée. Un autre étudiant, ils travaillent sur des sculptures qui ont des écotopes naturels. Ils les insèrent à partir de la forêt.
Et il les ramène dans la forêt aussi. C'est une façon d'appartenir et de penser entre nature, culture et comment la définir aujourd'hui dans l'art. Équipe très forte ici, un travail collaboratif, cette idée d'abandonner les vieilles formes pour travailler ensemble. Donc il n'y a plus de promotion d'artistes individuellement, mais pardon, de partager leurs idées sur le travail de l'art. Et ici, pendant l'un de nos cours, c'est un niveau relativement avancé, nous avons le travail mené par Tarek Adoui, qui est un artiste franco-libanais. Il est à l'école depuis 1 an. Il travaille avec un groupe d'étudiants, tous des artistes professionnels, sur donc, la composition de l'espace public en utilisant différentes méthodes soniques. Moi, j'ai construit des instruments avec eux qui leur permettent une improvisation tous ensemble, des paysages soniques, ultrasoniques, comme ils nous disent. Ça fait 1 an qu'ils ont commencé. Et à la Biennale de Venise, ils ont vraiment pu présenter, ça a été un sommet, leurs différents instruments et des interventions à l'extérieur ou à l'intérieur. En voilà des images. Il s'agit d'improvisation. Ils ont recréé donc tous ensemble une seule œuvre d'art par ces instruments. C'est une tendance très forte parmi nos étudiants. C'est intéressant de voir comment ça met en défi cette espèce d'idée de création individuelle. Et on continue dans ce sens. Après, désolé, parce que ça ne montre pas vraiment ce que c'est. Ça, c'est un étudiant, Lap Lang. Elle travaille depuis un certain temps à documenter et à construire un travail de recherche sur sa famille ou ses parents d'origine, donc des immigrants chinois. Immigrés vers la liberté, ils ont montré comment dans la famille, dans le cercle d'amis, ces restaurants chinois donc sont montés sur pied. Vous savez qu'on en a pas mal en Suède. Enfin, elle a fait des recherches sur l'esthétique de ces restaurants, en faisant des recherches aussi sur la construction de son identité en tant qu'immigrante en Suède de la 2e génération. C'est un sentiment très fort parmi nos étudiants qui reprennent leur origine d'appartenance, qui s'y connectent. Qu'est-ce que l'identité si vous n'êtes pas de Suède? Voilà. On pourrait en parler beaucoup, mais on y reviendra peut-être. L'identité dans les pays nordiques et l'art. Voilà, je vais laisser à l'intervenante suivant. Bon. Je travaille à l'Athénéum et auparavant j'étais à Kiasma. Et maintenant je présente une partie des expositions et des travaux donc artistiques ou des œuvres d'art à Kiasma. Je suis d'accord avec Sarah. On ne peut pas définir en fait l'art nordique spécifiquement. Non, c'est un art très international. Or dans ma série, malheureusement, je n'ai que des représentations donc nordiques. Je n'ai qu'un seul artiste immigrant. Mais enfin, l'exposition coexiste par un certain nombre de collections. Elle contient pas mal d'œuvres donc finnoises et d'artistes d'autres pays qui ont étudié donc dans l'Académie des Arts d'Helsinki ou qui ont immigré à Helsinki en Finlande. Et c'est là ce que nous appelons sa coexistence. Et d'ailleurs, c'est le nom de l'exposition, coexistence, parce qu'on fait référence au fait que les humains coexistent avec la nature, avec les non-humains, et que nous coexistons nous-mêmes, tous sur la même planète, ce qui est très typique actuellement, bon, dans l'art en général. J'ai certaines pour dire que j'aimerais vous montrer là. Un paysage. Quand on passe de l'art nordique, on pense toujours que c'est la nature et les paysages. Ici, c'est un paysage violent. Vous savez, ces machines qui lavent les voitures, elles vont très vite. Elles montrent le paysage qui défile de façon très rude, très rapide. En Finlande, et c'est une... En fait, il fait défiler des grenouilles aussi très rapidement.
Il mélange des choses plus anciennes, il se réapproprie d'autres choses, il les rassemble pour en faire quelque chose de nouveau. Eh bien, cela pose beaucoup de questions sur comment s'approprier. C'est tout à fait intéressant à soulever comme question, et notamment alors qu'il y a tellement d'art et d'artistes indigènes qui sont sensibles à ce qu'ils doivent donc à ce qu'ils représentent. Autre chose, la nature. La nature est importante. Ici, Charlotte Östlund présente des plantes qu'elle a en fait trempées dans le bronze. Donc, ce sont des plantes bronze, très très fragiles. Et ceci nous parle de la fragilité de la nature et notre relation à la nature. Alma Heiken travaille sur la coexistence d'insectes, donc de l'ordre du microscopique, et l'être humain. Sa peinture sont des petites peintures, il y en a d'autres que celle-ci, montrent que nous avons tous des petits insectes, je ne sais pas, dans nos sourcils, quand vous regardez très très finement, elle peint de tout petits insectes. Donc c'est la coexistence aussi. Et puis, Nina Terve rassemble différents matériaux pour nous montrer une autre coexistence entre différents matériaux. Autobieski, c'est une artiste qui ne s'approprie pas les choses. Elle utilise beaucoup de méthodes d'artisanat anciennes pour s'inspirer avec elle inspire, je ne sais pas, de jolis vêtements, de jolies surfaces. Elle a fait une belle présentation à la Biennale de Venise pour montrer la notion nordique derrière cette peinture, parce qu'il y a toutes des installations à Venise qui sont faites par une auté que l'on appelle les ouvriers des miracles, du miracle. Et la nationalité ne veut absolument plus rien dire dans ce groupe. C'est un groupe de personnes qui montrent comment on peut travailler ensemble dans le monde et comment on peut arriver à un monde meilleur ainsi. Et puis, dans le pavillon nordique, dont Kiasma est le conservateur, elle a invité des artistes nordiques, mais en même temps, elle parle elle-même de la fragilité. Le pavillon nordique parle aussi de l'avenir, de l'environnement, de l'art, de la coexistence, le changement climatique, ce genre de sujets. Ce sont des sujets tout à fait importants actuellement pour les jeunes artistes dans nos pays. Ici, c'est Karl Ham et Jamil Kamager. Jamel est un kurde iranien, iranien kurde. Son travail, c'est vraiment un travail des migrants, dit-il. C'est fantastique parce qu'il raconte le type de migration que l'on a eu pendant des centaines d'années entre les plantes. Cela vous montre ceux qui sont venus dans notre nature finnoise d'ailleurs, et c'est étrange aussi toute cette interconnexion dans le monde. Maya Tamme joue avec l'intelligence artificielle et comment les humains pourraient être remplacés donc par cette IA. L'un est un humain, les autres non. Donc ce sont des sujets qui intéressent énormément les artistes. Et tous ces sujets auxquels nous aurons à faire face, que ce soit bien, que ce soit moins bien, ça c'est autre chose. Bon, voilà, je crois que j'ai dépassé mes 5 minutes, mais Thea Secker est aussi peut-être une artiste plus établie, de plus grande renommée, et elle présente des interventions dans des situations de dissuasion, des situations sociales. Ici, par exemple, elle est allée dans une maison, une sorte de studio, où les gens travaillent ensemble
Elle était là pour poser des questions. Est-ce que les gens étaient gays, etc. En fait, elle faisait des interventions dans un milieu, une expérience habituelle. Elle posait des questions sur certaines personnes. Bon, j'en parlerai, j'y reviendrai ultérieurement. Voilà, pour moi. I hope I can find where we are. You just go. Oh, sorry. Here. Ah, great. You just continue. Oh, sorry. There you go. Voilà. You just So, I'm Greek, so Je suis grec, moi-même. T'en parler du Nord en tant que grec, ça n'est pas simple. Ah, ce sont des défis qui nous ont été posés. Le socle du monde est la plus vieille biennale du Danemark. Elle a commencé en 2002 et elle évoque quelque chose de très contemporain auquel on ne penserait peut-être pas. Ça a commencé par l'histoire d'une usine. Ça commence dans l'histoire et dans l'usine. Un chemisier adorait l'art. Il avait une usine fabriquée donc. Il est allé voir un artiste fantastique, Paul, pour travailler avec lui et essayer de créer une atmosphère superbe pour les ouvriers, qu'ils soient inspirés et qu'ils fassent les meilleures chemises possibles. Et Paul avait un très bon ami qui était Piero Manzoni. Vous connaissez à l'époque cet artiste. C'était dans les années 60, et vraiment, il mangeait de la vache enragée. Mais il n'y avait pas de financement, très peu de collectionneurs. Et donc, Piero, il l'a amené donc au Danemark, dans son usine, et ils ont adopté le rôle des ouvriers. Un ouvrier, et c'est-à-dire qu'ils avaient à manger, mais pas trop, ils avaient de quoi dormir, et leur mission, c'était vraiment de décorer, de travailler et d'inspirer toutes ces personnes. Et ce qui reste, c'est l'héritage de tout cela. C'est un endroit magnifique pour y aller. On a commencé avec cette usine. Et la voilà maintenant. C'est Damgard de Piero Manzoni. Vous savez, ce travail d'art blanc dans une usine à fabriquer des chemises. Le blanc, c'était bien. Damgard, c'était un collectionneur assez fou. Regardez la statue de Lénine, la façon dont il a décidé de la mettre. Elle est toujours comme ça, devant chez lui. Il avait une résidence secondaire à la campagne. C'est une maison d'architecte très bizarre. Regardez l'usine d'origine. Elle est pas loin de sa maison, à Krotzen. Et c'est un socle, vraiment c'est un socle de l'art, pour l'art. Le socle du monde, comme ça qu'on l'a appelé. C'est un hommage à Galilée, bien sûr. Le socle, c'est ce qu'on met à la base de notre vie. Et Manzoni a fait partie de ce socle. Et Gillette avait adopté aussi tous ces socles. Morando Giuliani l'a aussi adopté dans la Biennale en 2009. Ce qui m'a mené, moi, au nord, vers le nord. Il y a les socles du monde que nous avons donc ensuite reprises en 2017 ensemble. Bien, nous l'avons refait ensemble. Voilà donc où tout se crée, où tout s'est créé. Autour de Berck, c'est une sorte de constellation de musées maintenant, des usines, des espaces d'art, des centres de coworking, toute une constellation, là voilà. On utilise une partie de l'exposition qui se déverse dans la villa de la constellation sur laquelle on a travaillé avec Manzoni et les différents chapitres sur lesquels nous avons travaillé. Matthias Pfister était donc le conservateur principal. C'est vraiment celui qui a restauré. Olivier Barren aussi, Olivier Marchin, Daniel Baumbach et moi-même, avec Rod Arenberg. Ils ont lancé une mission. C'est de l'archéologie à l'avant-garde. Très important. Et puis en mettant en défi le rôle du génie individuellement, parce qu'en fait tout a été refabriqué, refait, nous disons re-énergie, c'est-à-dire ils ont dû faire renaître l'action. Donc ils ont refait naître l'action dans les années 60. C'est un lieu très bizarre que ce musée.
parce qu'il nous parle de chemise à l'origine. Regardez. Vous avez même de ces toiles qui sont collées et sur les murs, qui recréent cette ville blanche, à la fois ce sentiment industriel, comme si on a y travaillé, mais aussi la nature, et là, elle est très forte. Au milieu de cela, qu'est-ce qu'on a? Ce Hochschule, une fausse haute school où les gens pouvaient venir apprendre le design. Cette école de design, pour nous, en tant qu'étrangers, c'est vraiment devenu un élément central. Personne ne voulait les regarder à Henning, mais alors que chez nous, c'était le plus beau des bâtiments. C'était vraiment le centre de la biennale. Et maintenant, il a été racheté. C'est devenu un monument historique et deviendra une partie intégrante de l'ensemble du campus artistique, si vous voulez, et des musées. Il y a des œuvres d'art très fortes, il y a des œuvres de Karan Shankras, de le vieux théâtre. On a eu le cloaque. Et ici, il travaille sur le corps, qui est vraiment très proche de Manzoni. Manzoni est toujours au centre, en fait, de ces bâtiments. Vous savez, cette espèce de regard irrévérencieux qu'il avait et qu'il a montré dans ses œuvres. Et puis, du 24 avril au 31 août 2020, vous aurez donc une autre exposition. C'est un autre défi. Différence entre une biennale et un festival. Qui vous souhaitez atteindre? Quel type de public? Quel type d'artiste? Parce qu'on essaie toujours d'atteindre deux. La cible, c'est qui? C'est quoi? Et là, on lance Welcome back, my friend. Bienvenue à nouveau, mon ami, au show. Voilà comment on va l'appeler. Welcome back, my friend, to the show. Ce sera comme un grand concert de rock des années 60. Superbe. Et voilà. Thank you for very, very enriching. Merci, très, très enrichissant. Bon, première question. D'ordre relativement général, mais après on deviendra de plus en plus spécifique et scientifique. Comment la scène de l'art nordique a pu se développer au cours des 20 dernières années, ce qui s'est amélioré, ce qui peut être moins bien qu'auparavant. Qui commence? D'abord, il est important de regarder les 20, 50 dernières années en arrière. En tant qu'éditeur de ce magazine d'art nordique, j'ai vu qu'il y avait une communauté entre les pays nordiques toujours très forte. Moi, je pensais, quand vous avez montré Maria Vodia, que j'aurais connu tous les artistes si j'avais été là-bas. Je ne les connais plus maintenant. On avait une communauté très forte, on voyageait ensemble au sein des pays, on se visitait les uns les autres, on se rendait visite lors des ouvertures, des inaugurations, on publiait les textes dans les magasins les uns des autres. Je sais pas, dans les quotidiens, c'était vraiment un lien très très fort. Et c'est ça qui a créé une scène internationale forte aussi. Parce que on a partagé l'exposition, on partageait les arts, on partageait les systèmes, les infrastructures, même le financement. Un grand nombre des questions qui sont devenues très fortes à l'époque. Par exemple, les problèmes de hommes, femmes, technologie, critique, comment mettre sur pied d'exposition, tout ceci est sorti, a surgi de ces pays au même moment. On a changé beaucoup et les choses ont changé. On a changé parce qu'on a commencé à se tourner vers la communauté européenne beaucoup plus. Ça a apporté un changement. Et puis chaque scène est devenue plus professionnelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on s'est auto-absorbé chacun. Bon, maintenant on a beaucoup de différences. Et quand je vois vos images, bon, je vois qu'ils partagent quand même tous des questions un peu semblables, mais nous, on ne se connaît plus autant les uns les autres dans le domaine de l'art. Et ça, c'est un grand changement. Bon, la mondialisation aussi a beaucoup changé, parce que cette idée de qu'est-ce que c'est nordique, qu'est-ce que c'est local, tout ça, ça bouge, ça se déplace. D'autres questions.
Identité nationale, identité locale, on en entend beaucoup parler. L'appartenance, c'est vital, c'est fort pour nous de pouvoir y répondre. Je crois que c'est là encore une autre grosse différence qui n'était pas ça à l'époque. On le percevait pas comme étant aussi compliqué que cela. Et donc, il y a un déplacement, on joue un peu avec l'identité nationale, et ça devient une question qui à la fois trouble, dérange et inquiète. Après, nos étudiants à l'académie, avant l'académie, était le centre complet d'une communauté locale qui reliait tous les pays nordiques. Or maintenant, nos étudiants en Suède vont dans des écoles d'art dans le monde entier. Donc ça aussi, c'est une situation complètement différente. On le voit déjà dans l'enseignement, dans l'éducation. Et ce que l'on fait après, bon, on avait des examens, on passait ces examens, on participait dans votre communauté, on participait à des expositions, et puis on pouvait en faire une soi-même si on avait de la chance. Et maintenant, on a déjà des connexions en école. Le monde est connecté. Ça, c'est encore une autre importance. Alors, je continue. Oui, un peu dans la même veine. La scène a complètement changé, beaucoup changé. Si on pense à la scène de l'art finnois, il y a 25 ans, c'était une scène très fermée. Et comme Sarah vient de le dire, on avait tous des relations très étroites avec les pays nordiques. Mais maintenant, je pense que le changement s'est fait très rapidement. Ce sont les 10 dernières années où il y a eu beaucoup de changements. Les artistes, par exemple, vont dans d'autres résidences dans le monde entier. Et bien sûr qu'ils peuvent rencontrer d'autres artistes. Donc les réseaux sont très prolifiques, très complexes. Raison pour laquelle on ne peut plus parler maintenant d'art national ou d'artistes nationaux. Les idées selon lesquelles ils travaillent dans un monde global changent aussi leur façon de travailler dans une communauté, travailler ensemble. Marcia Saderom, par exemple, un jeune artiste de l'année. En Finlande, on a ça à Tampere tous les ans. Elle travaille avec Luke Turner et Shia LaBeouf. Vous savez, elle travaille déjà sur un plan international. Un peu comme tous ces travailleurs qui sont des artistes finnois, oui, mais il y en a aussi d'Afrique, de partout, du monde entier. Voilà pourquoi, dans ce sens, l'ensemble de la scène artistique a changé. Et puis, quand on pense un peu à cette répartition locale, mondiale, local est très utilisé. Il est devenu très important, le local. Parce que la question est simple. Qu'est-ce qui est mondial, qu'est-ce qui est local? On le sait, mais les deux fonctionnent en même temps. Il faut être conscient de ce que la situation locale est pour pouvoir travailler avec votre identité. Et ça peut être un problème dans le sens que j'ai déjà mentionné, parce qu'il y a aussi des personnes en Finlande, dans les pays nordiques. Nous avons aussi des Suomi dont les droits n'ont pas été pris en compte, par exemple. Et donc, c'est peut-être à la mode. C'est peut-être à la mode. Je suis désolée de le dire. Mais quand il y a des problèmes qui sont soulevés, chacun en est conscient, mais il est tout à fait important de pouvoir prendre en charge ces questions et de vraiment pouvoir les régler. Il y a des contradictions maintenant, parce que mondial, local, on n'est pas tout à fait sincèrement en train de régler les problèmes dans ce sens. Et puis, je pense aussi que cette idée d'étudier à l'étranger est très courant en Finlande et aussi à notre académie, ça fait partie de l'université, de la faculté
d'études de l'art. Donc, la façon d'enseigner l'art a changé et ceci a donné lieu à beaucoup plus de pensée internationale et aussi de recherche. La recherche dans tous les domaines est beaucoup plus commune. Et cela nous ouvre beaucoup car il faut vraiment étudier des sujets internationaux, mondiaux et aussi intellectuels. Donc cela a beaucoup changé dans le domaine artistique. Je regarde la carte derrière nous parce qu'en fait c'est curieux de voir comment on arrive de Copenhague à Herning. Et en fait, c'est un peu, ça a à voir avec l'histoire. Il y a Robert Flor à Copenhague qui est un cuisinier et il travaille pour Food Lab. Et il y a NISLab qui est un laboratoire naturel. Et à Herning, il y a on a une société de production. Et en fait, c'est ça le nouvel art. Les artistes ne se satisferont pas d'aller à une école, à une université, à une faculté d'études de l'art. Hein. Non, ils veulent être en contact avec des scientifiques, avec différentes pratiques. Et Legoland, Lego travaille avec des architectes. Il y aura des Lego verts maintenant. Donc, toutes ces expériences, je crois que c'est ça le pouvoir des pays du Nord, parce que cela met sur un pied d'égalité avec de nouveaux types de plastique bio. Et aussi, ils veulent utiliser des algues comme source pour fabriquer du plastique bio. Et cela se fait très naturellement dans les pays du Nord, parce qu'il y a vraiment les études sont ainsi interdisciplinaires. Quelqu'un un jour m'a dit à Stockholm que dans les écoles de commerce, à l'école de commerce de Stockholm, il y a des études de l'art. Ils font des études de l'art. Et donc, je crois que c'est très intéressant de mélanger les pratiques. Micro, s'il vous plaît. Je pense que vous avez tout à fait raison. Dans mes notes, j'ai cité la double identité des artistes. Et on le voit beaucoup parmi les artistes dans les pays du Nord et nos étudiants aussi sont des réalisateurs, des scientifiques. La nourriture aussi est importante, l'architecture. Donc en fait, ils font en sorte que le langage que l'on apprend dans une école d'art soit transmis dans différentes disciplines. Et on travaille beaucoup là-dessus, sur ces différentes connaissances dans mon institut. Et comme l'a dit Maria, dans les pays nordiques, la recherche artistique s'est beaucoup développée et on peut obtenir des subventions de recherche avancée et ce sont souvent des recherches transdisciplinaires. Donc, il y a de nouvelles plateformes pour créer de la connaissance qui n'existait pas auparavant. Et cela est une rupture avec l'idée qu'on doit exposer dans une galerie. Non, maintenant, on fait des pratiques collectives et qui font que l'art va se développer de façon tout à fait nouvelle et ça donne un potentiel énorme à l'art. Moi, j'ai une question à ce sujet. J'ai parlé avec Johanna Billing, une artiste suédoise, lorsque j'étais à Moss il y a 2 jours à la Biennale Momentum. Et je lui ai demandé quelle était la différence par rapport au passé et aussi ce qui était spécifique aux artistes nordiques. Eh bien, elle m'a dit souvent les artistes nordiques sont subventionnés par l'État. Donc, il y a beaucoup d'argent qui leur permet d'être libres et autonomes. Diriez-vous que c'est très important encore? Vous parliez de la recherche. C'est cela que vous parlez, cela permet de libérer les artistes. Vous venez du marché, donc la liberté
qui est véritablement libre? Ceux qui travaillent à être payés par l'État ou non? Je pense que c'est un mythe de dire que les artistes sont bien payés dans les pays nordiques. Je ne pense pas que ce soit le cas. En Finlande, maintenant, nous avons un nouveau gouvernement qui augmentera probablement le salaire pour les artistes. Du moins, ils y réfléchissent. Mais il y a un système d'aide, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, il faut être assez établi pour recevoir ces aides. Mais je crois que on dit beaucoup que les artistes participent à différents secteurs de la société. Et ça, je pense que c'est une excellente idée. Car si les sciences et les arts se parlent, ainsi que d'autres entreprises, ils peuvent employer des artistes, car en fait, cela a à voir avec la créativité et la création. Et je pense que les artistes sont des esprits libres. Et c'est quelque chose qu'il faudrait maintenir et renforcer, car sinon, on perdra beaucoup de créativité. Je pense qu'il y a aussi des façons de développer l'interaction et la collaboration. Et donc, c'est un processus en cours. Maria, écoutez, moi, je suis très inquiète au sujet du marché, car il me semble que nous sommes tous aussi inquiets, tous ceux d'entre nous qui avons été à la Biennale. Je suis allée à la Biennale. Laquelle? Celle de Venise? Oui, celle de Venise. J'étais là à l'inauguration et j'avais l'impression d'être à Art Bâle, au salon de l'art de Bâle. On a déjà eu ce problème en 2008 lorsqu'il y a eu l'effondrement du marché et d'une certaine façon, c'est notre faute car nous avons invité les galeries à nous aider pour la Biennale parce qu'on n'avait pas d'argent. Et c'est aussi la faute de la Biennale parce qu'ils ne donnent pas assez d'argent pour faire le genre d'exposition que nous voudrions faire. Donc, c'est en fait difficile. C'est délicat d'être financé par le marché qui n'a pas du tout les mêmes objectifs que cette pensée de la recherche qui pense que l'artiste a son rôle à jouer dans la société, car ce n'est pas quelque chose que l'on achète. Ce n'est pas un produit ou une signature que l'on peut acheter si facilement. Donc, cette aliénation de l'artiste par la société est très utile pour le marché. Lorsque l'on est à la Biennale de Venise, on y réfléchit. Moi, j'ai réfléchi maintenant que j'ai 60 ans et que j'ai travaillé pendant tellement d'années à Bâle et à Venise. Je n'y pensais pas quand j'avais 20 ans. Pas du tout. Cette instrumentalisation de l'artiste, cette aliénation de l'artiste qui ne devrait jamais être avec la société. Mais vous savez, quand on parle avec un artiste, on lui fait la courbette. Mais en fait, c'est ce qui me semble très sain au Danemark, de voir comment cela marche. En fait, la première biennale au socle du monde a fait en sorte que les artistes travaillent dans les entreprises. Et ça n'a pas bien fonctionné parce que leur objectif n'est pas le même. Mais lorsque l'on montre les objectifs pour la société et pour le bien commun, alors on peut aligner les objectifs. Mais ce ne sont pas des objectifs qui sont alignés du point de vue commercial, mais pour l'avenir, hein, si. Et ça, c'est le plus grand défi. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, hein, j'en suis certaine. Mais comment réagissez-vous à ce que dit votre collègue? Lorsque l'on voit les pays nordiques, ils sont quand même très privilégiés en ce qui concerne les subventions. La Suède a augmenté les financements publics pour l'art et on voit que très peu d'artistes pourraient être aidés par le système commercial. Il y a des galeries, mais qui ne sont pas assez puissantes. Et il y a quelques institutions privées, mais les institutions privées collaborent avec différents systèmes publics. Donc, en fait, c'est intéressant de voir ce que cela change pour l'art lorsque l'on le finance fortement.
et on voit qu'il y a des méthodes qui ne pourraient pas être durables sur le marché. On a beaucoup de recherches artistiques, beaucoup de performances et de relations sociales qui ont trait à l'art. Donc, cela fonctionne avec ce système de bourse, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont profs. Et donc, il y a différentes infrastructures pour l'art. Et je pense que le mieux, c'est un mélange des différents systèmes de financement. Mais il faut aussi indiquer de façon très transparente la façon dont les institutions sont financées. On a une autre question. Je voulais parler de House Albright qui a impacté le milieu de l'art nordique en parlant en 1998 du miracle nordique. Alors, il me semble que c'est légendaire, mais on est aussi critiqué par un metteur en scène suédois qui a écrit un texte très polémique qui s'appelait Pisser sur le je pisse sur le miracle nordique. Alors, je ne vais pas commenter cela, mais je me demande comment est-ce que ce type d'exposition aurait été possible aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait pu faire ça, l'empaquetage du milieu artistique nordique, comme l'avait fait cet artiste à l'époque? Bon, il faut dire que, en fait, l'exposition ne s'appelait pas vraiment le miracle nordique. C'est important, ça s'appelait Nuit blanche, en fait. Et j'aimerais me positionner de façon un peu différente parce que ça a été une exposition très importante pour le milieu artistique nordique. Et il y a eu beaucoup de recherches de fait dans les pays du Nordique. Et en fait, ils ont pu voir les différentes communautés, les différentes méthodes utilisées. Et je pense que l'exposition a mis fin à beaucoup de clichés sur l'art nordique. Et il y avait aussi le féminisme et les sujets de genre et la façon dont les technologies affectaient le monde. En fait, ça partait de la société et des idées qui y étaient déjà. Et ça ne faisait que les rassembler dans un contexte nordique. Et je crois que ça a été très important à l'époque, très, très important. Et maintenant, le packaging est venu un peu plus tard et les gens utilisaient toujours cette expression, mais en fait, ce n'est pas l'expérience qu'on a vécue à l'époque. Il s'agissait juste de voir les relations entre les artistes et les groupes d'artistes qui étaient là-bas. Et ça a été très important pour toute une génération d'artistes. L'autre question, est-ce que l'on pourrait faire ce type d'exposition de nos jours? En fait, le fait d'aller dans différents endroits et de se réunir en communauté et de faire une exposition, comme c'était le cas, ça aurait été un peu difficile de nos jours parce que maintenant, les communautés sont un peu plus éparpillées. Mais je pense qu'il est intéressant de penser au milieu. Ça s'est donné à un moment donné, mais on n'a pas relié ce milieu à des valeurs essentielles. Et Maria, lorsque vous avez parlé du socle du monde, le fait que Manzoni était là-bas à l'époque et qu'il a défini la collection, à ce moment-là, ça a commencé à faire partie de la Biennale. Donc, ça dépend de la façon dont on définit un endroit selon la tradition de ce qui se passait à l'époque et de ce qui se passe maintenant. Évidemment, c'est intéressant de faire des expositions là-dessus. Je pense que parfois, il devrait oser dire, bon, ben ça, c'est ce qui se passe dans cette œuvre ou dans ce spectacle. Oui, je me disais que d'une certaine façon, évidemment, cela fait déjà plus de 20 ans. Non, ça fait 20 ans, exactement 20 ans, depuis que cette exposition a eu lieu. Et je pense qu'à l'époque, ça a été très important. Et d'une certaine façon, de ma nouvelle position en tant que directeur d'exposition, en fait, je crois qu'il y a des artistes qui sont très importants et que les gens ne connaissent pas. Et en fait, c'est pas juste une question de montrer nos artistes nationaux quelque part, mais de trouver des artistes qui étaient inconnus
et qui sont fantastiques et qui ont quelque chose à dire à d'autres. Donc, c'est ça c'est bien dans ce genre d'exposition, ces expositions collectives, parce que sont des expositions qui s'intéressent à l'art d'un endroit donné, mais qui donnent la possibilité à différents artistes de montrer leurs œuvres. Je crois que le monde de l'art se concentrait dans différentes villes telles que Paris, Rome, New York, mais maintenant ça a changé. Et de nos jours, il y a différents centres artistiques, différentes villes d'art. Et donc, ces expositions montrent que l'art a lieu ailleurs et que l'on pourrait s'intéresser à d'autres choses. Et je crois que c'est faisable aujourd'hui, mais de façon différente. Et j'aime l'idée selon laquelle ces endroits existent, car ils sont pleins d'histoire. Et un bon exemple d'histoire, c'est Cassel. La foire de Cassel, c'est un salon, une foire de l'art très importante qui relie l'artiste à son lieu. Et à Helsinki, il y aura une nouvelle biennale. Évidemment, il y a tellement de biennales actuellement, mais c'est aussi lié à l'endroit. Ce sera sur une île qui était une île de l'armée, mais maintenant elle a été léguée à la ville de Helsinki. Et je ne sais pas quel sera le contenu parce qu'il n'a pas encore été publié, mais probablement cela traitera. Ce sera une biennale internationale avec des artistes qui, d'une certaine façon, réagissent. Et ce genre d'expositions sont très importantes car elles se concentrent sur un sujet en particulier. « 98, c'était une époque curieuse parce que c'est à la même époque où ce qu'on appelle le British Art Scene a été fait selon le modèle Tate, sans savoir officiellement que c'était le cas. Ils se sont demandé qui pourrait aller à la Tate Modern, la moderne Tate galerie. Ils ont presque dû fabriquer des artistes, des jeunes artistes britanniques. Je ne dis pas qu'ils étaient mauvais, mais Saatchi, qui était un publicitaire, a fabriqué donc ces jeunes artistes britanniques pour la Tate moderne. Donc c'est ça qui a été très fondamental à l'époque, car l'art contemporain, même en France, n'était pas inexistant dans les années 80. Il y avait plein d'artistes fantastiques, mais il n'y avait pas un endroit pour eux. Donc Hans est l'expert de cela. Il a fait dans l'autoroute, et enfin, il a créé beaucoup d'endroits de présentation de l'art, tel qu'à aussi à Abu Dhabi et dans beaucoup de pays orientaux et du Moyen-Orient. Et c'était compliqué parce qu'il n'y avait aucun art contemporain là-bas. C'était pas dans leur tradition, mais c'était toujours vu du point de vue international. Donc en fait, c'est une vision très centre-européenne. Et c'est ainsi. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? On ne sait pas. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui, ce type de... Où est-ce que c'est dépassé? Ça continue aujourd'hui, hein. Ça existe toujours. Seulement, on va dans d'autres endroits. On va en Afrique. Vous savez, les Samis, le peuple Sami. Enfin, je dis pas que c'est devenu chic, mais enfin maintenant, on regarde aussi des tribus. Enfin, on continue à le faire. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une logique intercoloniale? On s'attend à ce que les conservateurs de musées s'internationalisent. Non, Instagram le fait. On n'a pas besoin des conservateurs de musées pour ça. On n'a pas besoin que les conservateurs le fassent. On le fait nous-mêmes. Oui, on vit à une ère post-conservateur de musées. On n'a plus besoin des consommateurs de musées.
En fait, le conservateur de musée était un explorateur qui découvrait des nouveaux arts et maintenant c'est fini, ça, on sait que c'est plus possible. Aussi aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on voit que qu'on s'intéresse plus aux sociétés locales. Et le fait que le monde de l'art soit international est très critiqué, car on se dit qu'il vaut mieux créer quelque chose de local qui soit plus utile aux sociétés locales. Et on ne veut pas que les sociétés locales perdent de l'intérêt. En Suède, il y a une exposition Modane et avec une carte de la provenance des œuvres d'art. C'est important, ça. Ça permet d'établir un débat avec la société locale pour savoir ce qui se passe. Et c'est ça la différence par rapport à il y a 20 ans ou 10 ans. Il faut vraiment s'occuper de cela. Je sais qu'on a perdu quelque chose. Il y avait un monde de l'art très polarisé et très internationalisé. Et ceux qui n'étaient pas dans cette roue internationale, ils ont été laissés de côté. Et donc, ça a changé ça. Parce qu'en fait, cela a affecté le débat culturel. Lorsque les gens se sentent exclus, c'est très dangereux. Donc, je crois que maintenant, l'idée, c'est de construire des sociétés locales, mais qui sont en dialogue avec le reste du monde. Moi, je pense à la façon lusienne d'éliminer la dichotomie entre le centre et la périphérie. Et je pensais en termes de réseau, mais également, c'est une façon postmoderne de penser telle que la platitude, n'est-ce pas? On en a déjà parlé avant, lorsque nous étions dans cet autre débat sur la façon de résister à la mondialisation. Et est-ce que c'est dangereux de résister à la mondialisation, surtout quand on pense au mouvement réactionnaire et l'arrivée des communautarismes? Alors comment renforcer les sociétés locales sans suivre la même logique que suivent certaines sociétés autochtones? Qu'est-ce que vous en pensez, Maria? Écoutez, je pense que c'est délicat. Il faut être très conscient de ce que l'on fait et de qui le fait. Mais je pense que les gens sont très conscients de cela. Et en fait, on est à différents niveaux. Le problème est à différents niveaux. En fait, c'est problématique de voir comment, en fait, tout ce système de biennale, etc., est un peu corrompu. Pourquoi? Parce que on suit la logique du marché, d'une certaine façon. Ces biennales suivent la logique du marché. Et je pense, par exemple, au pavillon finlandais, à la Biennale de Venise. Alors, là-bas, il y a des débats, des gens qui parlent des problèmes des sociétés autochtones. Mais est-ce que c'est vraiment le lieu où devraient se tenir ces débats? Car c'est un problème politique. Mais d'un autre côté, je pense que le milieu artistique et les cercles artistiques sont des lieux qui sont excellents pour établir ce genre de débat. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse. Enfin, c'est un processus en cours et il faut toujours questionner tous ces processus. Il est vrai que certains veulent déconstruire les identités culturelles et d'autres ne veulent pas. Et les deux tendances sont très visibles dans le monde de l'art de nos jours. Quand je pense au dernier documenta et Paul Preciado qui disait revenons à l'identité culturelle et renforçons-la, car il faut sortir des musées et dire que nous sommes marginaux. Et mais c'est aussi un retour dangereux à l'identité, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, mais c'est ça aussi à voir avec le genre. Pour Paulek, sa sensibilité à ce que nous sommes
Est-ce que nous ne sommes pas attrait à son expérience personnelle? Mais mettre l'Allemagne et la Grèce ensemble, c'était un peu délicat. Évidemment, on dit cela parce que on sait ce qui s'est passé, mais après, si on n'avait pas fait, ils auraient dit, ils auraient demandé combien ça coûte et combien en fait la Grèce coûte à l'Europe. Je suis particulièrement sensible à ce genre de questions, mais en fait, c'était très près pour lui de savoir ce que cela voulait dire pour l'Europe. Et il s'agit de frontières et de cohésion et de voir à quel point c'est difficile, hein, d'après ce que j'ai compris de la documenta. Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est une situation très problématique quand on essaye d'essentialiser l'identité. Depuis la fin des années 90 jusqu'à maintenant, on s'est rendu compte que les identités, enfin, on en est venu à la conclusion que les identités n'étaient pas pures, qu'elles étaient complexes et qu'il fallait vivre avec cette complexité. Et ça, c'est une des questions les plus importantes pour la politique culturelle. Il faut comprendre cela, mais pas en donnant une idée de circulation mondiale où tout est pareil, parce qu'évidemment, il y a les traductions, les choses qui sont vraiment spécifiques à certains endroits et qui doivent être entendues. Mais il faut aussi être conscient de la difficulté de traduire cela entre les uns et les autres. Voilà où l'on est. Enfin, mais il est clair qu'il est très important de s'intéresser aux sociétés locales parce que sinon, les politiques culturelles seront très polarisées. J'ai trois autres questions. J'espère. Ah, il nous reste une demi-heure, donc ça va. La troisième question, c'est est-ce qu'il y a une nordicité de nos jours? Est-ce que ça existe, ce concept de nordicité? C'est quoi le nordique, on dirait en français? Eh bien, je pense on a eu beaucoup de discussions à ce sujet. D'ailleurs, pour en revenir à ces expositions sur l'art plus âgé, évidemment, sur l'art du Nord, et donc on a relié ces artistes avec cette lumière très froide et les longs étés, enfin les étés, enfin tous ces clichés, n'est-ce pas? Mais probablement il y a ces clichés continuent, mais comme on l'a montré au début, dans ces œuvres d'artistes contemporains, je ne pense pas que le nordique en tant que tel ait un sens. Mais évidemment, d'une certaine façon, nous vivons dans le nord au nord du monde. Et nous vivons donc, cela nous place dans certaines circonstances et ce qui nous fait voir le monde peut-être de façon un peu différente. Mais je crois que l'endroit où l'on vit a un sens pour chacun d'entre nous. Donc je suppose qu'on pourrait imaginer que cela a un impact sur les artistes qui travaillent dans cette partie du monde. Mais ensuite, tout mettre dans le même sac et parler de tous comme le nordique, je pense qu'on ne peut pas le faire parce que les artistes sont d'abord des individualités, des personnalités. Donc, il y a différents points de vue. Donc, le nordique n'a pas de sens de cette façon. Mais par contre, si l'on parle du milieu, dans quel genre de milieu on évolue dans les pays du nordique. Enfin bon, oui. Donc soit il faut préciser ce dont on parle ou des sujets dont on veut parler, soit on ne peut pas généraliser. Maria, je ne suis pas la personne adéquate pour poser cette question. Oui, mais vous venez de dehors, de l'extérieur. Oui, enfin, vu de dehors, je pense que c'est du bon sens. Je pense que
ils sont un côté pratique. Je crois que le beau-frère de Daniel, Pierre, qui travaillait chez CPS, l'école de commerce de Copenhague, qui était dirigée par le département de philosophie. Ça n'aurait jamais lieu en France. Il y a beaucoup de choses dans les pays nordiques qui ont lieu et qui ne pourraient jamais avoir lieu en France parce que la France serait très hiérarchique. Même la façon dont on devient commissaire d'exposition ou la façon dont on s'occupe de ce qui est public ou privé. Même la notion de public et privé est complètement différente en France par rapport à la notion de public-privé dans les pays nordiques. Et cela, c'est dû à des endroits comme celui-ci, Fontainebleau ou comme Versailles, où le roi possédait, était propriétaire de la culture. Donc Louis XIV pouvait dire « je suis la culture », alors que dans les pays nordiques, ça a été réglé de façon plus civilisée. Je crois évidemment que l'on est toujours conformé par nos traditions politiques et culturelles. Évidemment, nous appartenons chacun à une culture, on ne peut pas dire le contraire, mais maintenant, voir à quel point cette culture qui nous a formés est importante, c'est autre chose. Le fait de réinterpréter, de traduire ce qui a été laissé à l'ombre, bien alors peut-être ce qui est nordique, c'est de s'intéresser à ce qui est toujours changeant. Mais aussi, ce qui m'a intéressé dans certaines des images que vous avez montrées, Maria, de ces artistes qui s'intéressent à la nature, eh bien, on voit une nouvelle conscience écologique et même une conscience concernant les systèmes biologiques et organiques. Et cela peut-être que cela a un effet sur nous aussi, le système politique de financement de l'art. Évidemment, tout ça, cela donne une forme à la culture et à l'art à un moment donné. Mais c'est toujours quelque chose qu'il faut actualiser. Autre question. Que feriez-vous si vous aviez énormément d'argent pour remettre donc en valeur l'art nordique? Quelle décision prendriez-vous? Ah, la question est bizarre. Je trouve. Je ne pense pas que les arts nordiques n'ont besoin d'être revitalisés. Non. Les artistes ont besoin de davantage d'argent, bien sûr, de davantage de financement et d'un système de salaire peut-être un peu adéquat. Ça serait déjà pas mal. Oui, oui, pour les artistes, bien sûr. Donc un salaire, oui. Mais vous savez, c'est un peu délicat. Il faut définir ce qu'est un artiste, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Donc un salaire. Moi, je crois beaucoup en ceux qui font les choses avec passion. Et bon, ils ont besoin d'argent, mais ça n'est pas leur centre premier. Mais sur une note plus sérieuse, je crois que ce qui est nécessaire, c'est peut-être faire attention à la planète et travailler de façon active sur des actes qui vont permettre de travailler sur les problèmes actuels. C'est ça. Moi, si j'avais de l'argent, je le donnerais à des artistes pour qu'ils fassent quelque chose permettant d'améliorer la planète. On ne peut pas gouverner le monde comme cela. L'argent est nécessaire, oui, pour faire des choses, mais... Vous connaissez l'Université de la Singularité? Vous les connaissez? Non? Alors, l'Université de la Singularité, d'abord la singularité, c'est que l'homme et la machine, un jour, se fondront pour devenir un. C'est ce qui nous mènera vers Mars, etc. Non, non, c'est pas Elon Musk qui a créé ça. Non, non, c'est un mouvement. C'est une initiative Google que celui de la singularité. L'université est près du campus Google parce qu'ils ont
racheté donc le vieux terrain de lancement de la NASA. Et il demande à ceux qui sont sélectionnés pour y aller, si vous aviez $1 milliard, comment affecteriez-vous la vie de 1 milliard de personnes? Voilà, c'est ça leur idée de base. Ce sont des questions essentielles parce qu'ils ont $1 milliard. 1 milliard de personnes. Comment vous affecteriez leur vie? Est-ce qu'on pourrait poser à un artiste cette question, vous croyez? Est-ce qu'un artiste pourrait être impliqué dans ce type de questions? Parfois, l'impact du travail de Rothko, par exemple, a affecté plus de gens que d'autres choses à laquelle on peut penser. Les grandes pièces d'œuvre, les grands mouvements d'architecture, les grandes œuvres d'art reçoivent la même valeur ou doivent être reconnues pour la même valeur. Et donc peut-être que les sociétés doivent intégrer beaucoup plus les artistes, intéresser les artistes un peu plus à la société. Ils font un travail, ils doivent faire un travail dans ce sens. Moi, j'ai une réponse pragmatique. Je donnerai de l'argent aux artistes. C'est là où les choses sont les mieux placées et ils en tireraient le meilleur parti. Aider la production artistique par des infrastructures, c'est super important. On voit dans la plus grande des villes du monde, à Stockholm, à Helsinki, à Oslo, que vous savez, devenir bourgeois, ça dérange en fait les idées des artistes, le fait de devenir artiste. Et même à un niveau très bas, leur donner la possibilité de travailler avec des bourses, par exemple, apporterait une différence énorme. Ça serait beaucoup mieux que de construire un nouveau musée, par exemple. Non, non, je le pense vraiment. Et puis, peut-être que j'aimerais aussi orienter l'argent vers des méthodes et des pratiques expérimentales qui existent vraiment et qui permettraient de travailler non pas dans une logique de marché, mais différemment. Ce sont des initiatives qui permettraient de nouvelles choses dont on ne connaît peut-être pas encore. Je sais combien la difficulté de trouver du financement est. Et quand l'ensemble des bourses sont données, il faut s'assurer aussi que les bourses soient utilisées avec un but très très fort. Et peut-être faut-il spécifier d'ailleurs ce but, car les artistes souvent veulent essayer. Et puis on en a parlé déjà auparavant. L'idée, vous savez, d'une échelle, c'est quelque chose de vital parce qu'on a construit des machines et des structures énormes, des biennales énormes qui tuent beaucoup de productivité et créativité dans le système. Et ça commence à s'auto-alimenter même, à s'auto-nourrir. Donc il faut redéfinir des structures, peut-être soutenir des structures plus petites, de plus petite échelle. Un travail qui sera organisé par les artistes eux-mêmes, autrement dit. Dernière question, et puis après ce sera au public de prendre la parole. Voyez-vous des conflits intellectuels intéressants au sein des pays nordiques? Je sais que c'est difficile de définir un conflit intellectuel. Ou un conflit intellectuel que vous auriez vu dans les pays nordiques vous-même, personnellement, votre point de vue. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un intellectuel, je ne m'en souviens pas. Non, non, mais déjà, avant de parler de conflit, un intellectuel, c'est quoi? On en parlait avec un de mes amis en se disant, mais qui sont les intellectuels dans le public? Qui sont les intellectuels publics? Ceux qui peuvent maintenant porter la voix de sujets très profonds et les suivre, et les suivre. Oui, alors, et la réponse? Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Peut-être que d'ici 2030, je vous répondrai. On saura. Non, il faut vraiment revenir à deux choses non définies, qui n'ont pas de but. Parce qu'un intellectuel ne vit pas dans un monde qui est défini par des buts. Non. C'est une thèse, antithèse, synthèse. Non.
Ou alors, il faut expérimenter. Mais quand même. Vous savez, ces vieilles questions d'égalité, mouvements féministes, n'ont pas encore été résolus. Non, ils sont encore là. Et la discussion doit donc continuer. Et c'est que peut-être la façon de discuter qui a changé. Mais comprendre la complexité des choses, ça, on peut en parler constamment avec un niveau d'intellectualité très fort. L'art est simple, mais on n'a jamais de réponse simple à des questions. Et la question intellectuelle, les discussions intellectuelles restent toujours. Là où est la complexité, il y a d'intellectualité. Et il faut penser très profondément aux choses, vraiment une pensée aboutie, prendre du temps pour arriver à une réponse. Récemment, en Suède, une enquête a été effectuée sur les artistes qui avaient reçu des prix sur leur travail, et qui avaient été au courant, même pas 20%. Regardez un peu où on en est. La discussion politique se durcit, les artistes n'ont pas le droit de s'exprimer librement, je trouve. Il leur faut... Ils sont censurés parfois dans leur travail, voire ils sont critiqués, ils reçoivent même des menaces pour ce qu'ils peuvent faire. Là, c'est une situation... Non, moi, j'aimerais vraiment pas qu'on retraverse tout ça. Et vous savez, pour protéger la liberté d'expression pour les artistes, là, c'est quelque chose de très, très, très important. Et puis, peut-être que la situation politique s'est durcie, même dans les pays nordiques, mais c'est un petit peu aussi à cause de la façon dont travaillent les médias. On a un espace complètement différent maintenant. On vit, on opère dans des médias sociaux, des réseaux sociaux, de la transparence à tout bout de champ. Dans le monde entier, on voit les choses différemment. Il y a 20 ans, on parlait assez librement dans une communauté de personnes. Or, pensez-y, pour voir comment on pourrait travailler de telle sorte que l'art serait reconnu de façon libre. Ça serait un des défis intellectuels pour moi. Vous dites que certains artistes ont été menacés ? Non, en tout cas, je ne vous donnerai pas de nom. Une enquête a été effectuée. C'était une enquête sérieuse. C'était vrai aussi des écrivains. Eh bien, les artistes discutent de problèmes politiques avec des éléments de controverse très forts. Mais sur tous les sujets, surtout. C'est difficile de nos jours de suivre la logique des médias. Peut-être que tout à coup, vous sortez quelque chose sur un des réseaux sociaux et là, ça lance une discussion, un conflit. Non, je pensais à un autre des cas. Vous savez, il y a quelques semaines, une exposition Santiago au musée des arts modernes. Il a été critiqué, l'auteur, pour avoir été trop politiquement correct. Et c'est cette correction qui a fait l'objet de discussions en Suède. Cet homme blanc, l'artiste, vous pouvez suivre d'ailleurs cette discussion. Hanskundkritik.no, donc c'est une discussion en ligne entre deux positions complètement extrêmes, complètement différentes. Des positions très typiques dans le monde des artistes. Bon, eh bien, je vais ouvrir la discussion de votre côté maintenant dans la salle. Des questions? Participants today? Yes? Oui, allez-y. Non, madame peut être traduite si elle parle dans un micro, s'il vous plaît. Peut-être peut-on dire à madame de prendre un micro. Il y a des micro-baladeurs. Yeah, allez-y. Oui. Vous pouvez prendre. Merci de prendre un micro. Voilà, on va traduire directement.
Dans ces pays nordiques, il y avait une relation avec artisanat, technique, design et art. Voilà. Ok. Have you understood the question? Oui, alors je pense, en Finlande, en fait, il y a vraiment beaucoup de collaboration entre des différentes sections de l'art, donc avec design. Et puis c'est une question, parce qu'on ne peut pas faire la différence, en fait. Quand on parle maintenant de l'art contemporain, alors c'est vraiment, tout est là. On peut faire aussi du design. Je veux dire, c'est pas clair. Et j'aime bien cette que les différences ne sont pas trop fortes. Yeah. Anyone else who wants to answer the question? No? She agrees? And you agree? I think we touched on it several times. Déjà abordé différentes fois cet abord transdisciplinaire qui nous alimente les uns les autres. Peut-être que cela vient de différents arrière-plans d'enseignement, oui, cette différence est là. Mais vous savez, qu'on ait suivi des études, je ne sais pas moi, en artisanat, en design, ça n'a pas de différence. On a reçu une éducation. Il y a un intérêt très très fort sur les techniques, la tapisserie, la poterie, tout cela. D'autres questions? Ouais? Oui, Marion? Vous parlez toutes les 4 français, non? Oui, on parle tous. Oui, je voulais savoir à quel point aujourd'hui les différents pays nordiques continuent de collaborer ensemble. Est-ce que les institutions... Non, we understand them. Yeah, oui, tout le monde, merci. Sorry. Donc voilà, donc à quel point les institutions aujourd'hui dans les différents pays nordiques continuent à faire des collaborations ensemble? Est-ce que ça a baissé? Est-ce que c'est toujours très vivant? Voilà. Est-ce que les collaborations entre les différents pays nordiques ont baissé? Je peux peut-être commencer parce que, bien sûr, entre les musées, il y a vraiment beaucoup de collaborations, comme par exemple avec les musées nationaux dans tous les pays nordiques. Puis, je pense aussi avec l'art contemporain, comme justement ce biennale de Venise, par exemple, il y a la pavillon nordique. Puis aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de collaboration entre les universités de l'art. Etc. Mais c'est pas au niveau officiel parce qu'avant c'était vraiment il y avait le Nordic comment ça s'appelait Nordic Art Council, NIFCA. Alors ça changeait un petit peu, mais ça continue toujours. Mais bien sûr, les relations sont élargies comme ça. On a aussi beaucoup de collaborations avec d'autres pays. Donc c'est vraiment. Mais je pense qu'à ce moment, c'est un petit peu à cause de crise de l'Union européenne. Alors, je pense que les pays nordiques essaient un petit peu de renforcer encore les relations. Ça va peut-être changer. I agree. I mean, we talked about it. It's less in. Tout à fait d'accord. C'est peut-être moins intense qu'auparavant. C'est différent comme coopération. Ce sont des collaborations plus pointues. Mais on n'y attrape plus, on n'y donne plus de priorité, non. Oui, bonjour. Une question un peu différente. Hier, j'étais à la conférence sur l'histoire des 2 collections de Monsieur Teto Arenberg. Et je ne connaissais pas, évidemment. C'était très intéressant. Donc, c'est un très grand collectionneur. Et je voulais savoir, on en a dans tout, enfin en France aussi, on a des grands collectionneurs très connus. Je voulais savoir si actuellement dans les pays nordiques, vous avez aussi ce qu'on appelle des grands collectionneurs privés. Okay. So, yes, I think there is definitely. Oui, bien sûr qu'il y en a. Dans ma position antérieure, en tant que directeur d'une fondation privée, le Bonus Kronstal était un ensemble de collecteurs très actif en tant que collectionneur depuis les années 50, ou même auparavant, même bien auparavant. Et
sont des collectionneurs qui font vivre la vie locale, donc ils sont importants pour nos musées. Ils font des donations. Et certains musées ne sont basés que sur ces collections. Par contre, maintenant, la façon dont on collectionne est différente. Ce sont des collectionneurs qui voyagent en dehors de la Suède, ils ont des conseillers artistiques qui sont peut-être pas toujours reliés à la scène locale. Donc la collection n'est pas filtrée par une communauté locale, si vous voulez. Mais ça s'applique à l'ensemble des pays nordiques. Ils sont très importants pour la scène, mais la collection se fait de façon différente. Je pourrais ajouter aussi que, par exemple, notre musée Athénéum, la collection se base justement sur les collections privées. Donc, c'était déjà 19e siècle, 20e siècle. Donc, ouais. At the same time, I spoke with Cillian. J'ai parlé il y a quelques semaines avec un galeriste. J'ai dû écrire sur le marché. Je ne sais pas si les galeristes pensent de cette même façon. Mais elle disait que des collections traditionnelles étaient très fortes. Mais il y a 100 ans, les gens mouraient de famine en Suède, vous vous rendez compte? Et quand ils ont beaucoup d'argent, les gens en général n'ont pas le courage d'investir immédiatement dans l'art. Non. Ils achètent de la nourriture. They invest in houses, they invest in cars and in electronics and so. Ils investissent dans l'électronique, dans les affaires, différemment. Madame ne parle pas dans son micro, malheureusement. Oui, je crois que la tradition, en tant que collectionneur, se fait différemment sur des initiatives privées. C'est le cas à Stockholm. Avant, donner par contre sa collection à un musée. Et maintenant, la tradition a peut-être changé. Mais bien sûr que les collectionneurs sont là, bien sûr qu'il y en a. Et il y a beaucoup de jeunes collectionneurs d'art. Vous savez, tous ces gens qui sortent des startups, des jeunes amateurs, du monde de l'IT, etc. Est-ce que nous pourrions avoir un micro de madame? Un micro peut-être de madame pour qu'elle soit traduite. Ah. Voilà, donc vous avez vu comment la scène nordique était vivante, bien vivante. Et si vous souhaitez venir écouter d'autres discussions, nous allons parler avec des artistes, Peter Johansson, sur la façon de travailler face à la nationalité, la culture suédoise. Comment pouvons-nous aujourd'hui par là provoquer ces discussions? Venez les écouter à 17h cet après-midi. Sarah sera dans la discussion. Moi, je serai le modérateur, je crois. Et il y aura donc Peter Johansson. Donc venez continuer à discuter avec nous à 17h. Merci. Merci.